Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, notre webinaire va parler d'un défi, un enjeu, mais surtout un défi pour Aquaking 2025. Alors, le sujet va être la science citoyenne au service des lacs et des rivières. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette science citoyenne? Eh bien, c'est l'enjeu qu'on vous propose aujourd'hui. Alors, je vais laisser la place à mes collègues pour la présentation, soit Julie-Christine Martin et Isabelle Vachon. Alors, mesdames, c'est à vous. Oui, bonjour, moi c'est Julie-Christine Martin. Je suis chargée de projet mobilisation, partenariat stratégique et volet autochtone au G3E. C'est le groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau. Le G3E, c'est un OBNL en éducation, sensibilisation et sciences participatives de l'eau. On est au cœur d'un mouvement citoyen inclusif engagé dans la surveillance et la protection de l'eau. Bonjour, moi c'est Isabelle Vachon. Je suis enseignante chercheuse en sociologie au Centre technologique des résidus industriels du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, bonjour, Benoît Chevrier, chargé de projet au Centre d'interprétation de l'eau en développement d'outils pour les municipalités et vulgarisateur scientifique. Le CIO est un organisme à but non lucratif qui voit au développement de la sensibilisation citoyenne depuis déjà plus de 20 ans. Quel est notre enjeu? Quel est votre enjeu? Alors, comment mobiliser les citoyens et citoyennes dans la collecte de données sur la qualité de l'eau dans les régions, les ressources, et favoriser l'utilisation de ces données par les acteurs de changement? Quand on parle d'acteurs de changement, évidemment, on oublie souvent le citoyen. Il est un acteur de changement. Alors, la description de l'enjeu, fort simple, des points importants à retenir lorsque vous allez travailler sur ce projet. Alors, il y a 3 de la réserve d'eau douce renouvelable sur notre planète qui est au Québec. 80 des Québécois utilisent les eaux de surface pour boire et faire bien d'autres choses. On est surtout dans un état de surconsommation de l'eau. 45 de cette eau provient du fleuve, 35 des lacs et des rivières et des ruisseaux. Alors évidemment, on est dépendant de cette ressource-là, on ne peut vivre sans eau. Et malheureusement, plus de 60 ou pas moins, 60 des municipalités sont peu, pas ou très mal outillées pour sensibiliser leurs citoyens à une gestion responsable de notre ressource. Et ça, c'est l'enjeu marquant. Mais comment arriver à résoudre le problème? Eh bien, je vous propose d'écouter mes collègues Isabelle et Julie-Christine qui vont vous décrire l'enjeu dans son ensemble. Aussi important, j'avais oublié, c'est important. Hein. Pourquoi on fait cet enjeu-là? C'est simple parce que les données sont difficilement accessibles ou des fois peu intuitives. C'est onéreux parce qu'on va utiliser des données qui viennent de cégep, université ou des fois des entreprises privées. Et le cycle de collecte prend extrêmement de temps et au moment où on reçoit les données, souvent on est dépassé dans le temps. Et le milieu de collecte, c'est un petit échantillonnage c'est des endroits très, très ponctuels. Ce n'est pas sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est tout un défi qui vous attend. Alors, voici la mise en contexte locale du défi. Le lac Ossico, c'est un lac qui est situé en Abitibi-Témiscamingue, au cœur de la ville de Rouyn-Noranda. Il se trouve en territoire traditionnel des Abitibi-Winnig et des Témiscamingues. C'est un lac de tête du bassin versant du Témiscamingue. La région est riche en minéraux, ce qui a amené des activités minières et industrielles près du lac depuis 1920. Ces activités, ils ont entraîné des conséquences environnementales importantes sur le lac. Dans son histoire, le lac Cusco, il a servi à la fois de source d'approvisionnement en eau, mais aussi de lieu de décharge, de voie de transport, de site de loisirs, de pêche, puis un endroit où se tient aussi des spectacles, des festivals et bien d'autres activités. En 2023, l'organisme Collectif Territoire a publié un rapport qui présente les données actuelles de l'état de santé du lac. Plusieurs problématiques en sont ressorties. D'abord, c'est un lac de tête peu profond qui est alimenté seulement par le ruissellement des eaux urbaines, ce qui entraîne l'accélération de son eutrophisation. C'est un lac aussi où on retrouve des concentrations élevées de métaux dans les sédiments qui dépassent les seuils environnementaux sécuritaires. On relève aussi des concentrations élevées de contaminants dans l'eau près des émissaires. Il manque toutefois des données sur les sources des contaminations et les effets sur le vivant. Dans le lac, il y a des espèces aquatiques envahissantes, notamment le myriophile à épi. Et puis ça fait que depuis 2 ans, on ne peut plus pratiquer des activités nautiques comme la location de pédalos, de kayak. C'est plus possible à cause de sa présence. L'urbanisation a entraîné aussi le déboisement des berges, puis ça fait que la bande riveraine dégradée par endroits joue plus ses fonctions écologiques.
Pour la population de Rouyn-Noranda, ben, comme on voit sur l'image, là, le lac Otsiko, c'est un emblème de la ville, c'est un lieu de rassemblement, un endroit pour pratiquer différentes activités. On voit qu'il y a un sentier polyvalent autour du lac qui permet de pratiquer le vélo, le jogging, la marche. En hiver, le lac, c'est un endroit où on patine, on glisse, on fait de la requête et des personnes s'adonnent aussi à la pêche en été comme en hiver. Malheureusement, ben, l'état actuel du lac, ben, ça limite les possibilités d'en profiter pleinement, puis la situation inquiète la population. Pour réhabiliter le lac, le collectif Territoire recommande différentes choses. Ben, d'abord, il faut trouver des solutions technologiques pour préserver et rétablir les fonctions écologiques du lac, bien sûr. Il faut aussi réduire les contaminations en amont, mais il recommande aussi, pour y arriver, d'aller chercher davantage de données sur l'état de l'écosystème, puis faire le suivi aussi de l'efficacité des mesures qui vont être mises en place. Il faut aussi, bien sûr, concerter les différents acteurs locaux et mobiliser les citoyens et citoyennes, en plus de faire de l'éducation et de la sensibilisation à l'environnement, surtout auprès des jeunes, par exemple. Donc, devant ces recommandations-là, ben, une des solutions qui pourrait répondre à plusieurs d'entre elles, ce serait de miser sur la science citoyenne. En effet, la science citoyenne, ben, c'est un moyen de mobiliser les citoyens et citoyennes, de fournir un outil d'éducation et de sensibilisation relative à l'environnement, puis d'utiliser les données pour le suivi et la protection de l'eau. Cette solution, ben, elle s'applique pas seulement au lac Otsiko, mais à d'autres régions où ça pourrait être utile aussi, qui vivent des situations similaires. Merci, Isabelle. Donc, moi, je vais poursuivre en vous parlant un petit peu plus de sciences citoyennes. Donc, c'est quoi ça exactement? Vous m'avez entendu parler de sciences participatives au début. On peut aussi l'appeler sciences communautaires ou collaboratives. On peut aussi parler d'observation active ou de suivi environnemental par les citoyens. Bref, il y a plusieurs dénominations là, pour définir, ben, pas définir, mais pour déterminer la science citoyenne. Bon, excusez, là, j'ai un bug. Je vais recommencer. Euh, Donc, maintenant, je vais vous parler un peu plus de la science citoyenne. Qu'est-ce que c'est que la science citoyenne? Donc, vous m'avez entendu parler de sciences participatives au début. On a aussi, on peut l'appeler la science communautaire ou collaborative. On peut aussi parler d'observation active ou de suivi environnemental par les citoyens. Bref, il y a différentes façons de nommer la science citoyenne, mais tout ça fait référence aux initiatives qui impliquent des personnes non scientifiques dans la recherche, que ce soit dans les étapes d'échantillonnage, mais aussi pour la définition des enjeux ou d'actions à entreprendre. Donc, il y a différentes étapes là, des processus de recherche. Ça existe au Québec depuis très longtemps. Ça, c'est sans compter les pratiques ancestrales en territoire des personnes autochtones, dont la valeur scientifique repose sur les savoirs traditionnels. Pourquoi on ferait de la science citoyenne? Donc, il y a dans le fond différents avantages et exemples d'utilisation des données. Je ne vais pas vous les lire au complet. Vous pourrez en prendre connaissance par vous-même par la suite. Donc, dans les avantages, on parle d'une acquisition de données élargie, donc plein de bénévoles ou de citoyens là, qui participent à différentes initiatives un peu partout au Québec. Une meilleure compréhension des prises de décision et une influence là, sur celles-ci. Puis dans les exemples, on peut utiliser les résultats, par exemple, pour s'en servir comme levier d'intervention auprès des municipalités, soit pour appliquer des règlements ou développer des projets en environnement. Donc, ici, sur cette diapositive, je vous montre quelques exemples d'initiatives. Benoît, peux-tu changer la diapo, s'il vous plaît? Merci. Donc, je ne vais pas vous aller en détail là, sur chacune des initiatives. Vous pourrez regarder par vous-même. À gauche, c'est des initiatives un peu plus connues, mais plus générales. Puis à droite, vous avez des exemples vraiment en lien avec l'eau au niveau gouvernemental et au BNL. Mais il y a aussi plein d'initiatives citoyennes, donc par exemple des associations de protection des lacs qui sont gérées par les citoyens. Donc, beaucoup d'initiatives qui existent là, au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde. Puis, en fait, avec tous ces programmes, ces projets de sciences citoyennes de l'eau qui existent, pour pallier au manque de données qui proviennent des projets scientifiques, ben, les données qui sont recueillies à travers ces initiatives-là peuvent soutenir, compléter puis bonifier la rédaction de rapports environnementaux pour que les prises de décision se passent à tous les niveaux, donc fédéral, provincial, municipal. Mais il y a quand même une quantité incroyable de données qui sont récoltées dans la province et qui ne sont pas utilisées. Donc, ça, c'est une problématique de la science citoyenne. Puis, chaque initiative va avoir sa propre base de données qui ne va pas nécessairement concorder avec les autres ou avec les sites de partage de données plus globaux, comme par
exemple, le portail des connaissances sur l'eau ou DataStream. Puis, nous, au G3E, on a une carte interactive, par exemple, et un autre organisme, Water Rangers, ont aussi une carte interactive, mais les données ne concordent pas nécessairement entre elles. Donc, ce n'est pas les mêmes données qui sont récoltées nécessairement. Donc, moi, excusez, je ne suis pas capable de changer la diapo. OK. La principale critique qui est adressée à la science citoyenne, c'est concernant la qualité des données recueillies. Par contre, il y a quand même une grande quantité de publications qui démontrent que les données sont tout aussi valides que celles qui sont récoltées traditionnellement en milieu scientifique. Ici, je vous présente un rapport qu'on a émis au G3E suite à un forum qu'on a co-organisé en novembre 2022. C'était vraiment sur l'état de la science participative de l'eau au Québec. On a sorti des facteurs clés puis des défis. Donc, je vous donne quelques exemples, mais vous pourrez lire l'ensemble des exemples par la suite. Donc, dans les facteurs clés, il y a la concrétisation de la science pour les différents publics, puis une réponse à des besoins concrets du milieu, que ce soit social, environnemental ou économique. Puis dans les défis, bien, comme mentionné précédemment, la qualité des données, leur impact aussi et leur utilisation, mais aussi la reconnaissance de la science citoyenne comme pratique. Il y a aussi la communication et la vulgarisation des concepts, des données et des résultats auprès des bénévoles et des citoyens qui reste un défi là, pour plusieurs initiatives. Puis, on a aussi fait un exercice de force, faiblesse, opportunité et menaces. Donc, je vous donne quelques exemples et je vous laisse lire l'ensemble par la suite. Donc, dans les forces, on a vraiment beaucoup d'acteurs et d'initiatives qui sont déjà en place pour récolter des données. Puis, on a des projets un peu partout au Québec dans des milieux diversifiés. Donc, ça, c'est vraiment une force. Dans les faiblesses, bien, il y a les impacts, là, notamment en lien avec l'utilisation des données. Donc, si on utilisait plus les données, de la science citoyenne, c'est sûr qu'on verrait plus un grand impact là, dans la population et l'environnement, etc. Dans les opportunités, ben, les enjeux environnementaux qu'on vit actuellement, ça nécessite une prise de conscience collective qui pourrait notamment se faire à travers les initiatives de sciences citoyennes. Puis parmi les menaces, ben, évidemment, la légitimité des données, mais aussi il y a l'absence d'une culture scientifique chez plusieurs jeunes et citoyens. Donc, il y a un besoin de prévoir un usage pédagogique afin de favoriser les RE dans les divers niveaux d'enseignement, que ce soit primaire, secondaire, postsecondaire, mais aussi dans la population en général. Donc, je repasse la parole à Benoît pour la conclusion. Voilà. Alors, merci. Oui. Alors, les enjeux sont grands. Les axes, on va les voir de façon rapide ensemble. Alors, la mobilisation citoyenne, collecte de données, avoir une donnée juste et utilisable. On a différents types de publics aussi, il faut prendre en considération. On parlait tantôt, Julie-Christine parlait d'étudiants, on a des citoyens, ça peut être toutes sortes de monde. Les Premières Nations aussi sont à inclure dans ce processus-là. Ce sont des communautés qui ont un savoir et vraiment, il y a une façon plus rigoureuse, différente de la nôtre, de collecter les données. Donc, trouver une façon pour que tout le monde puisse être en mesure de partager, de participer à ce projet-là. Plusieurs paramètres, la qualité de l'eau, biodiversité. On parlait de plantes envahissantes, donc évidemment, vous n'êtes pas contraint à avoir un seul paramètre, mais plusieurs. Lequel allez-vous choisir? Un, deux ou trois. Les protocoles de récolte de données, il faut trouver une façon pour homogénéiser le tout, que ça soit intuitif et que ça soit le plus facilement utilisable par la suite pour tout le monde. On parle d'utilisation de données, bien, la qualité, la disponibilité de celle-ci et les enjeux de partage pour toute communauté. Donc, c'est un défi d'envergure, c'est un enjeu d'envergure qu'on vous propose. Alors, souhaitons qu'il sera à la mesure vos, de vos ambitions. Alors, la donnée citoyenne, l'utilisation du facteur citoyen est souvent peu ou presque pas utilisée au Québec, comparativement à d'autres communautés à travers le monde. Donc, je vous invite à proposer vos idées. Alors, sur ce, je vous dis merci beaucoup. Alors, les références sont passées rapidement. Désolé. Alors, mais vous avez le temps de les regarder. C'est tout simplement une page de référence. Alors, au nom de mes collègues Isabelle et Julie-Christine, ainsi que pour Défi Aquaking 2025, je vous dis merci beaucoup et au plaisir de vous croiser sous peu pour cet enjeu sur le facteur citoyen. Merci.